Ok, eh ben, je vous propose de commencer. Bienvenue dans ce Solution Pro consacré au référentiel DTG. Avant de commencer, je vais faire un petit point technique. Donc, comme vous le voyez, votre caméra et votre micro sont coupés. Donc, si vous voulez interagir avec nous et poser vos questions, vous pouvez via l'onglet QR en bas de votre écran. Je vous propose de ne pas utiliser le chat, donc c'est plus simple pour nous de suivre vos questions. Donc aujourd'hui, on sera deux à intervenir. Donc moi-même, Annette Cochard, chargée des relations avec les professionnels à l'Agence parisienne du climat, et Yvan Fritel, donc thermicien à l'Association des responsables de copropriété. Donc un petit mot d'abord sur l'Agence parisienne du climat. Donc c'est une association qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre du plan climat. Donc ça fait 10 ans qu'on existe. Et on est le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris en tant qu'espace France Rénov'. On a mis en place une plateforme qui s'appelle CoachCoPro, donc dédiée à la rénovation énergétique en copropriété. Donc c'est une plateforme qui est en ligne et qui permet d'accéder à un certain nombre de ressources en lien avec la rénovation en copropriété. Donc, vous avez de la documentation, vous avez un annuaire de professionnels, certains d'entre vous sont sûrement référencés. Vous avez une carte des copropriétés rénovée avec des exemples de projets. Et donc, toute cette plateforme, elle va être utilisée en région parisienne, donc à l'échelle de la métropole, par 8 structures. Donc, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, donc ils sont tous des espaces France Rénov'. Donc l'événement d'aujourd'hui, c'est un Solution Pro, donc c'est notre cycle d'événements dédiés aux professionnels. Donc ensuite, une fois que l'événement est passé, on le met en ligne sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et pour information, donc, les événements à venir et qui vous sont destinés, il y en a 3 prochainement, enfin plus ou moins prochainement. Mais donc le premier, c'est l'apéro des affiliés Coach CoPro qu'on organise cette fois-ci avec Pass Réno Habitat, qui est la plateforme équivalente à Coach CoPro pour la maison individuelle. Donc l'événement a lieu demain. Ensuite, on a le 4 décembre, donc le prochain Solution Pro qui sera consacré à la ventilation. Et ce sera la société Air Pur qui va intervenir. Et donc, l'année prochaine, comme tous les ans, on organise notre forum Habité durable dans les salons de l'Hôtel de Ville. Donc, il aura lieu le 10 avril. Et on est en train en ce moment de nous occuper des réservations des stands. Donc, il y a encore des stands disponibles. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le signaler. Voilà, je te laisse, enfin, je te donne la parole, Yvan, si tu veux te présenter. Donc bonjour, je suis Yvan Fritel, thermicien à l'Association des responsables de copropriété, l'ARC. Nous, l'ARC, nous sommes une asso de défense des copropriétés, des copropriétaires. Donc on a un ensemble de collaborateurs, des juristes, des architectes, des techniciens, des thermiciens, et on assiste tous les conseillers syndicaux dans leur, voilà, dans leur combat pour la copropriété, pour que tout se passe bien. Merci. Euh, et puis voilà, maintenant on rentre dans le cœur du sujet, donc le référentiel DTG. Donc peut-être un petit mot d'abord sur son contexte de création. Donc avant de mettre que le référentiel soit mis en place, donc je rappelle, il date de 2020. Il y avait 2 lois principales qui ont introduit un peu le sujet de la rénovation en copropriété en fixant des obligations. Donc on a d'abord la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 qui a instauré l'obligation de réaliser un DPE collectif pour les copropriétés en chauffage collectif de 50 lots ou moins et pour les copropriétés en chauffage collectif aussi de plus de 50 lots, il fallait pour elles réaliser un audit énergétique. Cette loi, elle a été ensuite complétée par la loi Allure de 2014 qui a créé le diagnostic technique global, donc avec une obligation de le réaliser que dans un cas très limité en fait, puisque ça s'adressait aux copropriétés, enfin aux nouvelles copropriétés créées, donc quand il y a une mise en copropriété, ou bien pour celles qui sont en situation de désordre, donc avec par exemple un péril. Pour les autres, il y avait seulement l'obligation de mettre au vote en AG le DTG, mais sans obligation de le voter.
Donc, face à ce cadre réglementaire, on a pu dresser un constat qui est que les copropriétés qui avaient fait donc en 2020 un bilan énergétique de leur copropriété, c'était celles qui sont en chauffage collectif, plutôt de type 30 glorieuses, plutôt de grande taille. Et finalement, c'est assez peu représentatif du parc privé national, puisqu'on va avoir 80% des logements en copropriété qui sont situés dans des immeubles de moins de 20 lots et pour 45% d'entre elles construites avant 48, donc plutôt des immeubles petits et anciens. Et le DTG actuellement, ou l'audit énergétique, ne s'adressait pas forcément à elles. Et donc on a eu besoin d'un cadre pour proposer une méthodologie en fait pour ces copropriétés si on veut qu'elles fassent un diagnostic de leur bâtiment et donc un cadre qui puisse être adapté à tout type de copropriété, quelle que soit leur taille, leur typologie de bâti ou leur type de chauffage. Et donc c'est de là qu'est née aussi l'idée du référentiel DTG, avec aussi l'envie d'aller au-delà du cadre réglementaire qui précisait donc le contenu de ce DTG, où on était donc sur quelque chose d'assez basique et qu'on avait besoin de compléter pour vraiment permettre aux copropriétés de se lancer sur une rénovation globale. Donc voilà, comme je le disais, le référentiel a été élaboré en 2020 par l'Association des responsables de copropriété et l'Agence parisienne du climat, avec en appui un groupe de travail composé d'acteurs de la rénovation énergétique. Et donc, vous retrouvez au début de ce référentiel l'ensemble des contributeurs de ce document. Donc, c'est un document qui est accessible sur le site de l'APC et de Coach CoPro. Dès qu'il y a une mise à jour, eh ben, on actualise évidemment sur nos ressources le référentiel. Donc, il y a eu 3 mises à jour pour le moment. Et la dernière, elle date du 16 octobre 2024. Et on va vous présenter juste après ces évolutions. Pour dire quelques mots aussi sur comment ce document s'organise. Donc, on a une première partie méthodologie, où on vient donc présenter les étapes de réalisation d'un DTG, les moyens techniques pour le mettre en œuvre, ainsi que les qualifications attendues pour les auditeurs. Ensuite, on a toute une deuxième partie consacrée à la présentation du rapport. Et donc là, on va vous détailler un petit peu ce contenu juste après. Et ensuite, on a les annexes, donc avec les textes de loi relatifs au DTG, des exemples de fiches par poste, ainsi qu'un exemple de formulaire qu'on vous mettra aussi à l'écran. Si je commence par détailler donc, les étapes de réalisation du DTG, il y en a 8. Donc d'abord, souvent, le DTG commence par une réunion de lancement qui est obligatoire à partir du moment que la copropriété fait plus de 10 logements. Ensuite, on a la préparation du DTG et le recueil de données. Les données, ça peut être des contrats, des plans, le règlement de copropriété, des factures ou plein d'autres choses. Il se peut aussi que ce recueil des données se fasse avant la réunion de lancement. Donc là, les deux sont possibles. En tout cas, une fois que cette phase-là est passée, on a donc la visite de la copropriété qui doit porter à la fois sur les parties communes du bâtiment ou des bâtiments et un échantillon de logement. Ensuite, on a l'enquête qui est réalisée auprès des occupants, qui est obligatoire donc, pour les copropriétés de plus de 10 logements. Et ensuite, donc, on a tout le temps de rédaction du rapport sur la base donc, de toutes les données qui ont pu être recueillies par l'enquête et la visite. Et ensuite, donc, on a une réunion intermédiaire dont l'objectif, c'est de présenter ce rapport provisoire au conseil syndical. Donc, le conseil syndical peut faire donc, ses retours à ce moment-là, lors de cette réunion intermédiaire. C'est là où on co-construit les scénarios de travaux avec l'aide du conseiller donc de l'Agence parisienne du climat ou d'une autre structure dès qu'on est en dehors de Paris. De manière donc à obtenir un rapport finalisé qui corresponde aux besoins de la copropriété. Et donc avec une synthèse qui doit être remise à la copropriété et qui pourrait être annexée en fait à la convocation de l'Assemblée générale.
Et ensuite, donc, on a la réunion de restitution qui est obligatoire pour les copropriétés de plus de 10 logements. Et cette réunion donc, peut se faire soit pendant l'AG, soit de préférence plusieurs semaines avant l'AG, pour s'assurer qu'en fait l'AG soit vraiment juste le temps de prise de décision. Voilà, Yvan, je te laisse présenter le contenu. Maintenant, on va voir le contenu du rapport d'un DTG qui respecte le référentiel. Le rapport il va se diviser en quatre parties principales. La première, ça va être une présentation générale de la copropriété, avec également l'analyse de la gestion technique. Ensuite, en partie 2, on aura l'état des lieux de cette copropriété, donc le diagnostic architectural et le diagnostic énergétique. En partie 3, ça va être la programmation des travaux. Et enfin, la partie 4, ça va être le volet financier, qui là est justement une partie qui n'existe pas dans la réglementation de base du DTG, c'est vraiment une plus-value du référentiel. Donc maintenant, on va détailler les parties une par une. Donc d'abord, la présentation générale de la copro, c'est voilà, sa situation, où elle se situe, les caractéristiques techniques générales, les caractéristiques de gouvernance. À ce niveau-là, on peut avoir des photos de la copropriété ou même des plans, des plans du cadastre, par exemple. Ensuite, on va faire un peu un point sur la situation financière de la copropriété. D'abord, le montant du fonds travaux, également une analyse des impayés s'il y en a. Voilà, donc, voilà, un petit bilan financier. Ensuite, on va analyser le règlement de copropriété. Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il y a des clés de répartition spéciales, donc par bâtiment ou d'autres clés de répartition qu'on pourrait voir ici. Hum, Ensuite, on va également faire l'analyse des obligations réglementaires donc qui s'imposent à la copropriété. Donc pour ça, on a mis en place des tableaux de bord donc voilà, qui sont assez exhaustifs. Donc pour chaque cas rencontré, on va dire, enfin, le diagnostiqueur doit dire si cette obligation est respectée ou non. Donc par exemple, ici, on peut voir est-ce que le cas d'entretien de l'immeuble il est mis à jour, est-ce qu'on respecte la réglementation sur les boîtes aux lettres individualisées, et si c'est pas le cas, voilà, le prestataire doit faire des conclusions ou des préconisations, voire même indiquer les dates de fin de certains contrats, et ce qui permet au syndic et au conseil syndical d'avoir une vision d'ensemble de ces obligations et également des dates de fin de contrat pour anticiper leur renouvellement. Ensuite, après ces tableaux de bord, on va avoir également une petite synthèse littéraire. C'est voilà, un petit bilan de la présentation générale de la copropriété. Et c'est à ce niveau-là voilà, que le prestataire peut faire des petits commentaires sur les points importants ou en tout cas les points étonnants qu'il a pu voir sur cette copropriété-là. Ensuite, on va passer sur la partie 2, donc l'état des lieux de la copropriété. Pour commencer, on va faire un peu quelques informations sur la visite, quand est-ce qu'elle a eu lieu. Ça, c'est important pour savoir l'année également, si c'est en période plutôt hivernale ou non. Également, les informations sur qui est intervenu pour la visite, surtout leur nom et leur poste. Également, les conditions météorologiques, ça c'est important pour savoir si ça a été fait dans un cadre hivernal ou non. Est-ce que ça a permis de faire, par exemple, des clichés thermographiques. Et également, on va indiquer quels logements ont été visités, leur nombre et également leur situation dans l'immeuble. Ensuite, on va d'abord parler de l'enquête occupant, qui est obligatoire pour toutes les copropriétés d'au moins 10 logements. Donc là, c'est une restitution sous forme de graphique. Normalement, il faut au moins avoir des réponses de plus de la moitié des copropriétaires ou la moitié des occupants. Donc là, on a un petit extrait d'un exemple de formulaire. Chaque prestataire peut choisir la manière dont il présente ça. Mais donc dans la question, ça va être surtout des questions sur votre immeuble, votre type de chauffage, votre type de menuiserie, depuis combien de temps vous êtes dans ce logement, et si vous avez des retours sur sur le confort thermique, confort acoustique. L'objectif ici, c'est vraiment que les copropriétaires donnent un peu leur avis, leur ressenti sur leur confort. Ça permet de donner un peu déjà une idée sur est-ce que c'est vraiment une passoire thermique ou non, est-ce que les gens se sentent bien dedans, est-ce qu'il y aura besoin de faire des travaux ou pas. Ensuite, donc après l'enquête occupant, on va passer vraiment sur le point clé d'état des lieux, c'est l'élaboration des fiches poste par poste. Donc là, pour chaque poste technique de la copropriété, on a mis au point des fiches, ce qui permet sur le bâti, sur la structure, sur vraiment chaque poste précis, de détailler d'abord dans quel état il est, donc quel état technique, donc est-ce qu'il est en bon état, quel type de matériaux a été utilisé, quel type
techniques constructives ont été mises en place ici? Est-ce que c'est en bon état? Et également la même chose pour la partie énergétique. Est-ce qu'il y a une isolation au départ? Est-ce qu'il y en a une qui a été rajoutée? Est-ce que c'est dans un bon état de conservation? Et pour chaque point, bah, voilà, on va mettre souvent une note de 1 à 3 pour dire si c'est bien ou non. Également à ça, on va rajouter bah, des photos pour que ça, les copropriétaires qui regardent ça, ils puissent un peu visualiser de quoi on parle. Et on va également bah, rajouter parfois des gestes d'entretien ou également des petites préconisations sur comment faire pour l'améliorer. Donc ça va vraiment être fait pour chaque partie de la copropriété. Ça va bah, de la toiture à la chaufferie, en passant par les réseaux, les parties communes, la cour, tout espace végétalisé, par exemple. Le but, c'est vraiment que ça fasse un état des lieux le plus exhaustif possible. Après l'élaboration des fiches de poste, on va également présenter la copropriété sur une échelle chronologique. Bah, comme vous le savez, il y a eu plusieurs réglementations thermiques ces dernières années. Donc là, le but, c'est de montrer cette copropriété, est-ce qu'elle a été construite après, enfin en suivant une réglementation thermique. Donc est-ce qu'elle a été avant 74 ou après 2012, par exemple. Ça permet déjà d'avoir un peu un ordre d'idée de la performance énergétique de la copropriété. Et par la suite, on va faire un petit tableau récapitulatif de la performance de l'enveloppe. Bah, quelles sont ses consommations d'énergie primaire et finale, poste par poste, donc pour les 5 postes du DPE. Par la suite, on va également analyser les factures sur les 3 dernières années, surtout si la copropriété elle a opté pour un DTG qui fait appel à une méthode de calcul énergétique complète. Parce que dans le cadre donc, du référentiel, il y a deux méthodologies de calcul énergétique. Soit la méthodologie dite simplifiée, qui va se baser uniquement sur un DPE, sur le DPE réglementaire, qui s'impose de plus en plus, qui s'impose complètement aux copropriétés aujourd'hui. Et il y a également une méthode dite complète, qui va plutôt se baser sur une méthode comportementale, ou THCEX par exemple. Et ça, c'est plutôt pour les copropriétés d'une certaine taille en chauffage collectif. Et donc, dans ce cas-là, bah, on propose à la copropriété une analyse des factures sur 3 ans et ensuite un recollement des factures avec la simulation du logiciel. Une fois qu'on a fait ça, on va proposer un schéma des déperditions du bâtiment ou des bâtiments s'il y en a plusieurs. Donc voilà, c'est voir les déperditions thermiques si elles ont plutôt lieu par la toiture, si c'est plutôt par les murs, par les menuiseries, par les ponts thermiques. Voilà, ça permet un peu de voir quels sont les postes un peu faibles, énergétiquement parlant, du bâtiment. Ensuite, bah, on va faire un peu également un focus technique par amélioration thermique. Donc voilà, c'est les gains énergétiques des postes par poste qu'on peut aller chercher, les informations générales également. Donc, par exemple, là, attends, tu peux juste revenir. Voilà. Par exemple, les gains énergétiques doivent être mis bâtiment par bâtiment. Parce que bah, dans le cas de référentiel, ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt de mettre les travaux, en tout cas, les scénarios de travaux, et donc les gains énergétiques associés, si possible, bâtiment par bâtiment. Parce que souvent, quand il y a plusieurs bâtiments, il y a des clés de répartition par bâtiment. Et comme les subventions MaPrimeRénov' peuvent être versées par bâtiment, bah, l'idéal, c'est que les propriétaires puissent se décider vraiment bah, pour chaque bâtiment. Parce que c'est possible qu'un bâtiment vote une rénovation d'ampleur quand l'autre bâtiment ne la vote pas. Donc c'est mieux d'avoir vraiment les gains énergétiques par bâtiment plutôt que faire des gains énergétiques dans l'ensemble de la copropriété. Ensuite, on va fournir le DPE collectif qui est obligatoire dans le cadre d'un DTG et qui est obligatoire également pour toutes les copropriétés d'ici 2026. Donc on fournira également le DPE collectif bâtiment par bâtiment. Ensuite, on va également faire pour les copropriétés en chauffage collectif une analyse du contrat d'entretien de la chaufferie, du contrat P2, du P3 également s'il est là. Donc voilà, faire un petit bilan de ce contrat obligatoire, qui est voilà, dire quand est-ce qu'il finit, est-ce qu'il est exhaustif, est-ce qu'il manque pas certains contrôles obligatoires. Et également, bah, on va mettre quelques conseils, quelques incitations des occupants par rapport au niveau des comportements afin d'adopter un comportement sobre énergétiquement parlant. Souvent, ça va être les conseils qu'on peut retrouver dans le cadre du DPE collectif également. Et à la fin de cette partie, bah, on va faire une synthèse littéraire afin de reprendre
tous les points qu'on a vus jusqu'à maintenant, afin de mettre vraiment l'accent sur les points qui nous semblent le plus importants. Donc, une fois qu'on a fait l'état des lieux de la copropriété, donc que ce soit d'un point de vue on va dire architectural ou d'un point de vue énergétique, qu'on a vu ce qui était en bon état, ce qui l'était un peu moins, ce qu'on pouvait améliorer, bah, le prestataire il va proposer des travaux. Et que ce soit des travaux pas forcément énergétiques, hein, ça veut dire d'abord une remise en état de la copropriété, peut-être une remise aux normes, et également proposer des travaux d'amélioration, amélioration énergétique ou non également. Et d'abord, ces travaux, ils vont être proposés sous forme de liste. Cette liste, elle sera apparentée au projet de plan pluriannuel de travaux, le projet de PPT, qui est également obligatoire dès maintenant pour toutes les copropriétés. Et donc, ces travaux sous forme de liste seront présentés dans un tableau avec donc, d'abord le poste de travaux. On indique également si c'est partie privative ou partie commune. La plupart des travaux, ça concernera les parties communes. Mais on peut également mettre des travaux privatifs d'intérêt collectif, par exemple. Donc pour chaque travaux, on dira si actuellement c'est dans un état bon, moyen ou mauvais, quels travaux on envisage pour l'améliorer ou le remettre en état. Pour chaque travaux, il faudra obligatoirement mettre le coût estimatif de ces travaux et également l'échéancier de ces travaux. Est-ce que c'est urgent de le faire ou est-ce que c'est plutôt à moyen long terme, jusqu'à 10 ans. Et si ces travaux apportent un gain énergétique, il faut à la fois mettre le gain apporté par ce travaux et le niveau de performance thermique minimal à respecter. Donc ça, c'est la première partie de travaux. Mais le gros point fort de ce DTG, c'est également que ces travaux seront regroupés sous forme de scénarios. Ça, c'est un point clé parce que les scénarios de travaux, c'est eux qui permettent d'aller solliciter les aides MaPrimeRénov'. Donc, quand on propose des scénarios, il y en a au moins deux, et si possible, un qui permet d'atteindre 35% de gain énergétique, qui est le seuil aujourd'hui pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov'. Et si on peut aller plus loin et même proposer un scénario à 50% pour aller chercher le second palier, c'est d'autant mieux. Après, ça sera plutôt pour les copropriétés des années 60-70. Et donc là, on va proposer deux scénarios, également sous forme de tableau, dont on peut voir des exemples à l'écran. Donc là, les tableaux, ils présentent les tableaux, d'abord les travaux sans la partie énergétique. Donc par exemple, le ravalement simple. Et à droite, il y a l'opportunité d'embarquer l'amélioration énergétique. Donc là, dans l'exemple, ça pourrait être poste 1, isolation de la façade côté rue, et avec l'option isolation ITE, voilà, avec le gain énergétique associé, le coût estimatif. Et à la fin, on a le total du gain énergétique et le total du coût du scénario. Donc ça permet vraiment de mettre en avant les différents scénarios auxquels la copropriété peut réaliser, lesquels ça lui permet de voir lesquels elle pense pouvoir financer, lequel serait plus compliqué, et ainsi de suite. Et après, on passe à la partie 4, qui est donc la partie volet financier, qui justement là va venir on va dire, conseiller la copropriété sur comment on va réussir à financer les travaux qui sont à première vue beaucoup trop chers pour les copropriétaires. Mais là, c'est une partie qui est très importante pour leur dire non, c'est pas non plus juste 2-3 millions d'euros à sortir. Il y a un travail qui sera fait derrière pour permettre à chacun de payer quelque chose qui est tolérable, en tout cas à la portée de plus de monde. Donc, la première partie de ce volet financier, c'est déjà de rappeler les aides existantes. Donc les aides d'abord collectives, MaPrimeRénov', les C2E, les aides un peu plus locales comme le programme Éco-Rénovons Plus Paris de l'APC, mais également des aides individuelles. Et donc c'est aussi là qu'il sera important de faire parfois une enquête sociale pour voir, enfin pas une enquête sociale, mais dire selon les revenus de chacun, quelles sont les aides auxquelles on peut avoir le droit. La deuxième partie, ça va être également dans la suite des aides financières, de parler de tout ce qui est solutions bancaires de financement, donc les prêts à taux zéro, le copro 100, et ainsi de suite. Après ça, le volet financier, il va d'abord se rappeler, est-ce qu'il n'y a pas trop d'impayés dans la copropriété pour aller chercher des prêts? Est-ce que les impayés, en fait, ils sont tellement importants que c'est un risque pour la copropriété de se lancer dans des projets trop importants? Parce qu'effectivement, s'il y a 40% d'impayés, par exemple, c'est assez rare, on ne va pas se lancer dans un projet à plus d'1 million. C'est peut-être un peu compliqué, et dans un premier temps, ce serait plus intéressant de d'abord réduire ces impayés et ensuite de se lancer dans le projet.
Par contre, c'est aussi important de savoir que si, à partir d'un certain taux d'impayé, la copropriété peut aussi avoir le droit à des subventions plus intéressantes. Et la dernière partie de ce volet financier, qui est la plus intéressante pour la copropriété, c'est le plan de financement sommaire. D'abord, on rappelle les clés de répartition. Et derrière, bah, on dit que pour chaque scénario, euh, chaque copropriétaire, selon son, on va dire son appartement type, est-ce que c'est un T2, un T3, bah, sa quote-part lui reviendrait à tant d'euros. Et si on étale peut-être sur 10 ans, voilà, ça serait tant d'euros par mois. Ça permet un peu de faire passer la pilule plus facilement et voilà, d'avoir une idée un peu plus réaliste de ce que chaque propriétaire devrait payer. Donc là, c'est la fin du rapport. Je crois que je te redonne la main pour les évolutions d'octobre 2024. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, le référentiel DTG, il fait l'objet de mises à jour régulières. Donc, la dernière qui vient de sortir, donc, vous l'avez normalement reçue, ceux qui sont abonnés au Fileco Pro, donc fin octobre. Donc, ce sont des évolutions qu'on a mis au point sur la base donc, des réflexions qui avaient été menées par un groupe de travail, donc, toujours donc les mêmes professionnels qui étaient à l'origine du référentiel, et donc dont on a repris les conclusions. On a aussi rajouté quelques nouvelles évolutions. Donc, d'abord, une petite précision sur les qualifications attendues pour les auditeurs et auditrices qui peuvent faire le DTG. Donc, à la page 12 du référentiel, on a un extrait du décret 2016 qui encadrait l'audit énergétique et qui précise que les auditeurs doivent posséder des compétences en thermique du bâtiment. Et donc on avait une petite note dans le référentiel qui indiquait donc des compétences telles que prévoit l'arrêté du 30 décembre 2017, donc toujours sur l'audit, ainsi que la réglementation, enfin le cadre réglementaire du DPE collectif et les compétences requises et où en fait par l'ANA dans le cadre de ma prime Rénov' copropriété. Donc on a juste retiré la partie sur le DPE collectif parce que ça laissait penser qu'un diagnostiqueur pouvait réaliser un DTG, ce qui n'était pas notre volonté. Et on est aussi venu préciser les compétences demandées par l'ANA. Donc c'est la petite note que vous avez à l'écran puisque l'ANA demande à ce que le professionnel dispose d'une qualification délivrée par l'OPQIBI ou d'une autre qualification précisée par instruction du directeur général ou des références pour l'audit énergétique des bâtiments d'habitation collectif. Donc nous, c'est pour ça que dans le cadre des affiliations à l'annuaire, on demande à ce que les bureaux d'études soient RGE pour que ça corresponde donc, aux attentes de l'ANA. Ensuite, donc les autres évolutions que je vais vous présenter, elles vont impacter directement enfin, en fait, la mise en œuvre et la préparation des DTG, ainsi que parfois le contenu du rapport. Donc la première évolution un peu majeure, c'est la modification de la condition liée à la période de chauffe pour la visite, puisqu'on demandait à ce que pour les copropriétés en chauffage collectif, la visite se fasse en période de chauffe. Et maintenant, donc, on a rendu cette condition-là optionnelle en précisant tout de même que le fait de le faire en période de chauffe, ça peut avoir quand même certains avantages qu'on a listés donc, à partir des éléments que les bureaux d'études nous ont fait remonter. Donc, en période de chauffe, ça va permettre de réaliser des contrôles supplémentaires en chaufferie, donc avec des relevés de température d'eau, départ, retour, vérifier les lois d'eau en fonctionnement, mesurer la température du local. Et ça va permettre aussi donc de réaliser les thermographies intérieures et extérieures du bâtiment et de poser des capteurs de température et d'humidité dans les logements. Et ces deux prestations, on les avait déjà, enfin en fait elles étaient déjà optionnelles. Donc finalement c'était cohérent de ne pas rendre cette condition de la période de chauffe obligatoire. Ce qui a aussi un petit peu évolué, donc dans les moyens techniques présentés dans le DTG, il y avait le fait que dans l'analyse du système de production de chauffage et d'eau chaude, on demandait à ce que les copros en chauffage collectif réalisent, enfin, qu'il y ait pour elles une mesure de combustion de la chaudière et une prise de température des fluides. Et là, on est venu apporter une précision en indiquant que si ces éléments sont présents dans le carnet d'entretien,
il n'y a pas nécessité d'en faire une mesure en chaufferie. Toujours concernant la visite, on a revu l'échantillonnage de logements à visiter. Avant, c'était le même échantillon, quelle que soit la taille de la copropriété, donc 10% de la copro par bâtiment, avec un minimum enfin 10% de la copropriété, un minimum de 3 logements par bâtiment. Et là, on a fait le distinguo entre les copropriétés de plus de 100 logements et celles qui ont moins de 100 logements. Donc pour celles de moins de 100 logements, on reste sur le même échantillon de 10%. Pour les autres, on passe à 5% avec un minimum qui sera de 10 logements par bâtiment pour donc ces copropriétés de plus de 100 logements. Et pour les autres, on reste à 3 logements. Voilà, donc on réduit aussi le nombre de logements visités pour les plus grosses. Ensuite, concernant la récupération des plans de copropriété, on est venu inverser les moyens techniques socles des moyens techniques en option. Toujours parce que ça nous semblait plus cohérent dans ce sens et moins demandeur de temps pour vous. Si la partie optionnelle, enfin la partie socle plutôt, consiste à récupérer les plans auprès de la copropriété du conseil syndical, ou à défaut, donc si on n'a pas les plans par la copro, d'aller les chercher aux hypothèques ou en mairie. Et donc si est toujours en option, si c'est pas possible, ça va être donc de réaliser ces plans en s'appuyant des outils de cadastre en ligne, donc soit cadastre, géoportail, ou bien la réalisation de plans sur la base de mesures réalisées lors des visites des logements. Autre évolution majeure, elle concerne la méthode THCEX. Donc, auparavant, donc, dans l'ancienne version du référentiel, on précisait que la modélisation thermique pouvait être faite soit avec la méthode 3CL, enfin, et ou avec la méthode THCX. Et on avait une note un peu plus loin dans le référentiel qui disait que il y avait quand même nécessité d'avoir la THCX pour connaître les aides pour les C2E. Maintenant, on a décidé de bien indiquer, enfin de mettre en évidence le fait que la THCX est optionnelle. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a eu une évolution de la méthode de calcul demandée pour les C2E, donc avec l'arrêté du 21 septembre 2023, qui a donc modifié cette méthode de calcul et qui a aussi remplacé donc la fiche de C2E de la rénovation globale, donc la BAR-TH 145, qui a été remplacée depuis le 1er novembre 2024 par la fiche BAR 177. Donc ça, on l'a précisé dans le référentiel. Et il est dit aussi, donc pour les C2E, maintenant c'est la méthode 3CL, et les calculs qui auraient été faits cette année avec la méthode THCX sont encore acceptés jusqu'au 31 décembre 2024. Et après, il faudra passer à la méthode 3CL. Donc c'est pour ça qu'on a aussi modifié la note page 33. Comme je le disais, elle précisait que pour les copros qui souhaitent mobiliser les C2E, il fallait utiliser la méthode THCX. Et là, donc, on vient préciser ce que je vous disais juste avant, que maintenant c'est la fiche BRTH 177 et qu'on est maintenant plus que sur la méthode 3CL. Voilà, donc là on a passé en revue toutes les évolutions. Donc on va maintenant pouvoir prendre vos questions s'il y en a. Je quitte le partage d'écran. Alors oui, il y a une question de Monsieur Pellegrin par rapport au début, parce que tu as fait juste un moment sur les étapes. Tu avais dit que c'était pour les moins de 10 logements pour la réunion de lancement, alors que c'est moins de 20 logements. En gros, la réunion de lancement est obligatoire pour les copros de plus de 20 logements. Alors que tu avais dit 10 logements. Alors, sur la slide, j'ai mis plus de 20 logements. Ça, ouais, mais tu avais dit 10 à l'oral. Ah, et j'ai dit 10 à l'oral. Ok. C'est Ben, bien, c'est ce que j'ai écrit. c'est bien 20 logements, ouais. Mm, Et après, il y a une question sur le seuil de 15% d'économie d'énergie. C'est donc depuis le 1er janvier 2024, il y avait une expérimentation de l'ANA pour ça. Je sais pas si tu veux te lancer dessus. J'avoue, je ne connais pas bien cette expérimentation.
Et on attend de voir ce que ça va donner pour 2025, les aides. On n'a pas d'infos particulières à ce sujet, mais en tout cas, c'est intéressant si cette expérimentation est prise en compte dans le barème d'aide. Cette expérimentation a été pour les copros, je crois, qui étaient dans des zones de plan de sauvegarde Mm. ou des zones en difficulté. Donc moi, j'ai pas trop suivi de copropriétés qui étaient concernées. Je sais je crois que tout le département de l'Essonne pouvait l'utiliser, mais j'ai Mm. pas encore eu trop de retours. Je sais que normalement la NAF doit faire des conclusions bientôt, mais j'ai pas encore vu. C'est ça, parce qu'on sait que le seuil de 35% est un peu compliqué à atteindre pour ces Ah, ça, copros. ouais. Et voilà. Mais en tout cas, à Paris, on compense un petit peu par Éco-Rénovons Paris Plus qui commence à 15. Euh, ok. Alors, Pour la présentation, oui, je ne l'ai pas précisé, mais elle vous sera bien sûr envoyée. ensuite, il y a une question sur est-ce que le DTG est obligatoire. Non, le DTG n'est pas obligatoire, à part pour les bâtiments qui se mettent en copropriété et également pour les copropriétés qui sont qui sont insalubres, voilà, ça, c'est une copropriété spéciale. Mais sinon, non, c'est uniquement le PPT, le plan de pluriannuel de travaux qui est obligatoire. Oui, c'est ça. Plan pluriannuel de travaux et DPE. Alors, la prochaine question, je ne sais pas si j'arrive bien à la comprendre. Il y a un encadré parti pris, page 28, qui va à l'encontre du fait que la visite l'hiver est en option. Ah oui, alors oui, ça en effet, c'était un oubli de la première. Enfin, en fait, donc du coup, dès on a mis sur le site de la PC donc une première version du référentiel V4, et je me suis aperçue qu'en effet, il y avait un encadré qui n'avait pas été supprimé. Donc, si vous retournez sur le site de la PC ou Coach CoPro, maintenant vous avez bien la V4 avec cet encadré supprimé. Dans tous les cas, enfin voilà, vous pouvez bien sûr télécharger le référentiel, mais en ligne, on est sûr que c'est la version finalisée. Alors, Alors, juste faire attention, il y a aussi des questions dans la partie discussion. Je sais pas si tu as vu. oui, oui, oui. Ce que je vous disais en introduction, c'est que c'est plus simple à suivre pour nous si toutes les questions sont sur le même onglet, donc questions-réponses, mais on va aussi aller faire un tour du côté du chat. Donc je finis juste de ce côté-là. N'est-ce pas au syndic de communiquer les plans? Faire un relevé constitue une prestation importante et coûteuse qui doit être effectuée par un géomètre. Donc oui, en effet, d'abord s'adresser au syndic, au conseil syndical. Mais en effet, si on n'a pas les plans et qu'on n'en trouve pas aux archives, on va quand même avoir besoin d'en réaliser. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on propose en option et que vous pouvez facturer en fait à la copropriété. Donc à partir du moment où c'est transparent sur votre devis et que voilà, on sait qu'ils devront être réalisés, et la copro devra prendre cette option. Ouais, ensuite, il y a une question sur les DTG en cours. Est-ce qu'il faut appliquer dès maintenant la méthode 3CL? Oui, oui, c'est pour un Mm. DTG qui sera restitué en 2025, la méthode 3CL ça s'impose, quitte à utiliser une autre méthode en supplément, mais il faut au moins qu'il ait la 3CL. C'est ça. Normalement, vous deviez déjà faire le calcul avec la 3CL pour le DPE. Euh, et voilà, maintenant la THCX n'est plus nécessaire. Ensuite, donc, les plans de la copropriété sont essentiels, aussi bien pour l'architecte que pour le thermicien. Établir un relevé lors des visites d'appartement est illusoire. Soit les plans existent et devront quand même être modélisés, soit ils n'existent pas et il faudra qu'une mission complémentaire soit votée par un établissement de plan, par un géomètre ou par l'architecte. C'est vrai que ça, je ne sais pas s'il y a besoin absolument d'un géomètre. Enfin, j'ai déjà vu des DTG où c'était donc l'architecte ou le thermicien qui faisait les mesures dans les logements, en fait, directement. Donc ça, j'avoue que je ne suis pas experte du sujet, mais dans tous les cas, oui, ça peut être facturé en complément, comme je le disais juste avant. Oui, il y a pas mal de bureaux d'études ou d'architectes qui facturent en option s'il n'y a pas des plans déjà réalisés. Euh,
Ensuite, alors ça, c'est peut-être une question plus pour toi, Yvan. Quelle est la pertinence du recollement avec les factures, puisque Ouais. nous sommes sur une calcul Ouais. 3PL? Oui, si je pense qu'il reste sur 3CL, il n'y a pas forcément besoin, enfin, il n'y a pas trop d'utilité à faire un recommand facture par la suite. Si c'est pas spécialement utile. Hmm. Euh, alors bon, là, on est encore sur les plans. Je ne sais pas si on a déjà répondu à cette question, mais les mesures principales sont nécessaires pour le thermicien. A-t-on besoin de plans détaillés ou de mesures principales? C'est vrai quel niveau de détail finalement on a besoin pour faire les calculs thermiques, ça je ne saurais pas dire. Bah, faut comme des vrais plans. C'est là une question qui demande si des croquis ça suffit. Non, il faut comme des vrais plans avec les métrés. Hmm. Il faut un minimum de détails quand même. Mais ouais, il y a une question sur est-ce que si la copropriété a deux bâtiments, l'un veut faire les travaux d'économie d'énergie et pas l'autre, celui qui veut peut-il avoir des aides? Oui, normalement oui, la prime rénov peut être sollicitée uniquement pour un bâtiment sans que les autres les travaux soient faits sur le bâtiment, enfin tous les autres bâtiments d'ailleurs. Hmm. Alors, à la restitution du DTG, la copropriété a-t-elle obligation de présenter un devis de maîtrise d'œuvre ou d'AMO à sa prochaine assemblée générale? Non. Non, au même titre qu'elle n'a pas l'obligation de faire un DTG, elle peut s'arrêter après cette prestation. Donc, Mais c'est pour ça que c'est mieux si pour moi, le DTG il est présenté au copropriétaire sur une réunion avant l'assemblée générale. hmm. Justement, ça laisse le temps de réfléchir à l'intérêt ou non de présenter les devis de maîtrise d'œuvre et d'AMO à l'AG suivante. Et puis souvent, on n'a pas forcément le temps en assemblée générale de faire une grosse présentation un peu longue. C'est déjà suffisamment long comme ça une assemblée. Oui, en effet, bah, tout dépend à quel point on a pu anticiper sur cet AG. Et après, il y a des copropriétés qui voudront prendre encore une année de réflexion avant de mettre au vote ces prestations. Alors une question, est-ce qu'il faut faire un DTG si on bénéficie des subventions des aides? Ça va aussi avec une autre question qui demande si le DTG est recevable lors du dépôt de ma prime Rénov CoPro. Bah, le DTG, il n'est pas obligatoire si on veut bénéficier des aides de ma prime Rénov, mais on va dire un atout très, très bénéfique pour. Les 35%, ils peuvent être justifiés par un autre diagnostic qu'un DTG, mais voilà, c'est sûrement le diagnostic le plus complet pour ça. Mm. Et pour le dépôt de ma prime Rénov CoPro, bah, le DTG, souvent, on va peut-être le réactualiser par rapport au cahier des charges de faire maîtrise d'œuvre. Mais c'est basé sur les premiers calculs du DTG. Ensuite, j'ai une remarque où on me dit, donc souvent les syndics n'organisent pas de réunion de restitution. Ben, déjà, c'est aux professionnels d'organiser cette réunion de restitution, puisqu'elle est demandée dans le cadre de ce référentiel DTG. Après, la présence du syndic lors de cette réunion de restitution n'est pas obligatoire en soi, parce que la cible, ça reste la copropriété. À l'inverse de la réunion intermédiaire, la réunion de restitution, elle s'adresse à l'ensemble de la copropriété. Et ben, évidemment, c'est un plus si le syndic est là, mais on peut faire sans lui. Après, il y a une question sur les 35% d'économie d'énergie. Est-ce qu'on peut les atteindre avec les actions individuelles? Pour moi, certains travaux, on peut. Tout ce qui est travaux sur les parties privatives d'intérêt collectif, pour moi, ça peut rentrer en compte dans le calcul des 35%. Par exemple, si toutes les menuiseries sont changées, pour moi, on peut l'utiliser pour atteindre les 35%. Tu me dis si je me trompe. Oui, c'est ça. En fait, à partir du moment où la copropriété l'intègre dans son scénario de travaux et que c'est voté en assemblée générale, ça va être pris en compte par l'ANA, en fait, comme travaux éligibles. La seule chose, c'est que si on n'est pas sur des travaux, enfin, donc il y a les travaux d'intérêt collectif définis réglementairement, et puis il y a les travaux hors intérêt collectif, donc par exemple de l'isolation par l'intérieur, où ça peut être aussi subventionné par l'ANA et donc intégré au scénario de travaux. C'est juste qu'il y a un risque un peu plus fort de contestation en fait par un copropriétaire du vote de ces travaux du fait qu'il ne soit pas défini comme de l'intérêt collectif.
Il y a également donc, ouais, Laurence Dubin qui nous. C'est pas une question, c'est plus une réponse. Ouais, pour trouver les plans, on peut facilement s'aider de l'étude notariale qui a fait le règlement de copropriété originel. Bon, pour les copros les plus anciennes, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais oui, sinon, en tapant le nom donc, du notaire original sur Google, on peut trouver donc l'étude et peut-être retrouver les archives de ce notaire et donc les plans qui vont avec. Et comme elle dit, bah, plus les plans sont précis, plus les calculs seront réalistes. Ok. Il y a également des questions sur toutes les aides pour 2025, que ce soit sur les travaux ou sur les DTG. Bah, pour les travaux, on ne sait pas trop. On attend de voir les budgets votés et les conclusions de l'ANA. Pour les aides sur le DTG, je ne sais pas si à la PC vous avez déjà communiqué dessus. Euh, alors, en tout cas, il faut bien distinguer ce qui relève de Paris du reste de la métropole. À Paris, donc, il n'y aura pas d'évolution sur le chèque DTG, donc il y aura toujours 5 000 € pour toutes les copropriétés. Pour les autres territoires où c'est géré par la métropole du Grand Paris, on peut s'attendre à des évolutions pour 2025, mais on n'en connaît pas encore les contours. Donc, il peut y avoir des répercussions sur le chèque DTG ou le chèque maîtrise d'œuvre, ou les deux. Donc ça, on attend de voir, d'avoir les infos là-dessus. Et pour les autres travaux, à Paris, il n'y aura pas d'évolution en 2025. Le dispositif Vont Paris Plus, il reste en place. Alors oui, il y a après une question complémentaire sur les travaux uniquement individuels avec le remplacement de la chaudière. Alors de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Parfois, il y a des remplacements de chaudière qui pouvaient être utilisés pour atteindre les 35%, et d'autres fois où l'ANA disait non. En tout cas, même si ça va être utilisé pour atteindre le 35%, ces travaux ne sont pas subventionnés, si j'ai bien compris. Il me semble que pour le moment, c'est pris en compte par l'ANA. Donc, enfin, le remplacement d'une chaudière gaz peut être subventionné. Mais il y a de fortes chances pour que ça aussi, ça puisse Ouais. bouger en 2025, parce que je crois qu'au niveau des C2E, ça a déjà été retiré cette année. Donc, Euh, ouais, il me semble. Donc, on peut ouais, s'attendre à la même évolution pour ma prime rénov'. Ouais. et par contre, si c'est l'isolation des façades enfin, des murs par l'intérieur, ça, je crois que c'est pas pris en compte. En tout cas, je l'ai jamais vu, moi. Oui, ça c'est ce que je disais juste avant. Ah oui. Si c'est voté en assemblée générale Ah, hmm. comme poste de travaux dans un scénario de rénovation globale, ça rentre en compte. Après, je pense que ça fonctionne pas si c'est juste un copropriétaire qui veut faire son isolation, quoi. Faudra que tous les copropriétaires le fassent sur la même façade, quoi. Peut-être pas tous, mais déjà, Ah enfin, je sais pas. En fait, après, là, ça va être du cas ouais, par cas, à mon avis. Mais, mais c'est compliqué, ça ouais. s'étudie et oui, c'est pas impossible. Après, il y a une question que j'ai pas forcément très bien compris, c'est pour le DTG partie architecture, peut-on utiliser votre fichier PDF DTG directement? Ah, est-ce qu'on peut récupérer les fiches poste par poste? Oui, bien sûr, elles sont faites Ouais. pour ça. Est-ce qu'il existe un autre format? Il me semble pas. Mais après, on pourrait faire en effet la conversion Word, si ça peut vous aider et vous la Ouais. partager. Mm. Au PowerPoint ou même. Ou PowerPoint, ouais. À mon avis, ça a été fait sur Adobe ou enfin plus un outil de mise en page professionnelle, mais on peut peut-être en trouver une dans notre format. Après, c'est surtout à dire un peu une sorte d'exemple et chacun peut aussi reprendre ses fiches à leur compte en modifiant ce qu'il préfère. Mm. Donc, donc, toutes les questions suivantes. Pour le volet financier, les aides individuelles, doit-on demander les informations personnelles et financières de tous les copropriétaires? Alors, au niveau du DTG, non. C'est là où je me suis surpris tout à l'heure, c'est que là, en gros, le plan de financement va plutôt dire, bah, pour chaque catégorie on va dire, de revenus, il y aura tant d'aides individuelles. C'est pareil, on va dire pour chaque type, enfin, si vous avez un T2 ou un T3, ça fait tant de codes part. Là, à ce niveau-là, on ne va pas rentrer dans les détails de chacun. Ça, c'est fait plutôt en phase maîtrise d'œuvre. Là, on va juste dire, bah voilà, si vous êtes dans la catégorie revenu moyen ou revenu bas revenu, Modeste, oui. Mm. modeste, cherchez le terme, vous Mm. avez, vous pouvez être éligible à tant d'aide. Effectivement, oui, on ne fait pas des démarches aussi poussées à ce niveau-là. Oui, c'est ça. En fait, vous pouvez vous appuyer du coup sur la grille de revenus de l'ANA qui a défini quatre catégories. Et ensuite, donc, ça permet aux particuliers de se situer dans une de ces catégories et d'avoir Mm. une idée des aides qu'ils pourront Ouais. avoir. Et Laurence Dubin confirme que normalement en 2025, il n'y aura plus du tout de travaux gaz subventionnés.
C'est ce qu'on avait entendu, normalement, ouais, c'est suite à une directive européenne, tout ce qui est travaux sur les chaudières gaz ne pourra plus faire l'objet d'une subvention. C'est ça. Mais il reste à voir si ça peut être pris quand même dans le calcul du gain énergétique ou Ah pas. ouais. Mm. Ce qui serait idéal, ouais, c'est ça, c'est que le changement de la chaudière gaz puisse être utilisé pour atteindre 35%, mais que ces travaux de rénovation de la chaudière ne soient pas subventionnés. Ce serait Mm. déjà pas mal. C'est ça que ce sont les chaudières. Le seuil de 35% serait déjà plus compliqué à atteindre. C'est ça. Moins qu'ils rabaissent les seuils, mais sinon, ça va être compliqué. Pour une DTG d'une copro de 7 bâtiments, mais avec que 51 appartements, est-ce qu'il faut visiter au moins 3 logements par bâtiment? Pour moi, oui, c'est quoi ça, c'est la règle du DPE et c'est au moins 3 logements par. Vu que le DPE, c'est par bâtiment, il faut au moins trois logements par bâtiment. Mm. Sauf s'il y a vraiment qu'un étage, mais ça, je pense que c'est pas le cas. C'est vrai que c'est un peu embêtant parce que ça multiplie le nombre de logements et donc le coût du DTG, mais c'est normal, c'est obligatoire. Mm. C'est pour ça que souvent les devis DTG sont faits en fonction du nombre de bâtiments de la copropriété. C'est ça, oui, le nombre de lots et puis après les suppléments pour les bâtiments. Le contenu du rapport au 3 que vous proposez semble très difficile, voire impossible à renseigner car trop de colonnes. À titre d'exemple, on dispose de 10 caractères environ pour lister les travaux, ce qui semble irréaliste, voire irréalisable. Là, je vois pas forcément à ce quoi vous faites référence. Ouais, le tableau de PPT. Je pense que c'est ça. Hmm, Après, encore une fois, c'est un exemple et il peut oui. être Hmm. adapté, quoi. Là, dans notre exemple, il y avait vraiment partie commune ou partie privative, bah, ça on peut le supprimer. Il y a une partie avec les coûts hors taxes et coûts TTC, on peut très bien, je pense, fusionner, faire une seule colonne avec le coût estimatif TTC. Le niveau de performance à atteindre, voilà, on peut peut-être le mettre à d'autres endroits. Le gain qui sont en pourcentage au kilowattheure, bon, c'est quand même bien d'avoir les deux. Mais voilà, ça reste des exemples et chacun est libre de Après, se. tant que ça respecte surtout Oui, le cadre réglementaire du PPT, quoi. Donc, parce c'est ça. que tous ces éléments, c'est des choses qui sont demandées réglementairement. Une question sur le lien entre le DTG et la future mission de maîtrise d'œuvre ensuite. Est-ce qu'un suivi de mission de maîtrise d'œuvre peut faire partie de la mission de DTG? Moi, enfin, en tout cas, nous, notre point de vue, c'est que c'est quand même mieux de voter séparément maîtrise d'œuvre et DTG. Par contre, si c'est bien passé en DTG, on peut très bien confier la maîtrise d'œuvre à la même entreprise, que ce soit un architecte ou un bureau d'études. Euh, et Alors là, là-dessus, enfin, excuse-moi Yvan, mais, enfin, en tout cas, nous, on est assez clair sur le fait qu'on ne peut pas mobiliser de pair, en fait, les deux aides. Donc, si une ah oui. copropriété est prête à se lancer en maîtrise d'œuvre, a priori, elle n'a pas besoin de faire un DTG, puisque Hmm. dans le cahier des charges de maîtrise d'œuvre, on demande à ce qu'il y ait un diagnostic, en fait, une phase de diagnostic, soit qui consiste en une actualisation du DTG, s'il y a eu un DTG auparavant, soit un diagnostic où on part un peu de zéro. Donc, la subvention de 10 000 euros, elle vise déjà à couvrir une phase de diagnostic, et donc on ne va pas mobiliser en plus l'aide de DTG. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Et, Et clairement, la maîtrise d'œuvre conception peut se baser sur le DTG s'il existe. Après, si c'est pas la même entreprise, forcément, il devra quand même généralement refaire une partie, enfin, il devra refaire le travail. Souvent, les copropriétés nous demandent un partenaire AMO. Pouvez-vous confirmer que l'AMO ne fait pas partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre et que les copros peuvent contacter directement avec une AMO sans passer par l'architecte? Donc là, c'est dans la partie maîtrise d'œuvre conception. Euh, oui, la copro peut très bien solliciter une ingénierie financière indépendamment de la maîtrise d'œuvre. Il y a, il y a pas besoin, la maîtrise d'œuvre n'est pas obligée de fournir l'AMO MPR lui-même. parfois, l'AMO est déjà présent dans le cadre du DTG, et il s'occupe du volet financier. Soit il est missionné après, en même temps que le maître d'œuvre. Sachant que dans Ecoréno Paris Plus, à Paris, il y a aussi la possibilité d'avoir une AMO gratuite. Hmm. Après, il y a une autre question. Donc, la copropriété n'a pas l'obligation de faire le DTG, mais comment faire un PPT sans passer par la case audit architectural et thermique qui est réalisée en DTG? Oui, ça sont la partie analyse architecturale et énergétique, donc le DPE. Ça, quoi qu'il arrive, ce sera obligatoire pour le PPT. C'est plus tout ce qu'il y a en plus dans le DTG qui n'est pas obligatoire.
Donc, par exemple, le volet financier, l'analyse des impayés, du règlement de copro, les obligations de la copro, tout ça, on va dire, en plus dans le DTG, c'est pas obligatoire pour arriver au PPT. Par contre, l'état des lieux structurels, énergétiques de la copro, ça, c'est obligatoire. Mm. Dans les plans pluriannuels de travaux que j'ai pu voir, donc des copropriétés qui ne font pas un DTG mais seulement un PPT, en général, il y a toute une partie état des lieux techniques, donc avec des photographies, descriptions élément par élément, avant d'arriver au tableau de synthèse. Donc, souvent, le PPT, ça va pas être que la synthèse, et on peut très bien faire un PPT seul, en fait, qui correspond à une sorte de diagnostic architectural. Mais ça, quoi, parfois, les copropriétaires pensent qu'ils connaissent suffisamment bien la copropriété pour faire un PPT eux-mêmes. Maintenant, il faut forcément passer par un professionnel qui fait cet état des lieux. Mm. Euh, on arrive au bout, là, je crois. Mm. C'est la dernière question. Pas de Euh, souci. dans tous les cas, donc on vous fait parvenir cette présentation, donc à toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Si vous avez des questions qui seraient restantes, vous pouvez m'écrire à l'adresse pro.coachcopro, donc, qui est l'adresse mail à la PC dédiée aux échanges avec les professionnels. Et puis, Yvan, je pense que je communiquerai aussi tes Ouais, coordonnées, si ça te va. pas de problème. Il y a une dernière question. Est-ce que PPT est-il fait dans le DTG? Oui, dans la partie 3, donc dans la partie présentation des travaux, il y a une liste de travaux sous forme donc, juste de tableau, donc une liste, et qui elle est assimilable au PPT. Mm. Voilà, et ben, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ah, merci à tout le monde d'être venu et merci donc à Annette Cochard de m'avoir accueilli. Bah, je t'en prie, Yvan. Au revoir.